Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Qui serez-vous? Commençons par le projet le plus déroutant, la voiture qui sera produite dans l'ancienne usine Renault de Moscou, mais dont le nom Moskvich est cher à nos cœurs. Dans l'ensemble, il y aura deux voitures électriques Moskvich, et ce seront des voitures complètement différentes. La première voiture est le même crossover électrique Moskvich déjà annonce, qui est essentiellement une JAC ES4. La seconde voiture électrique est beaucoup plus intéressante, elle sera construite sur la plateforme nationale Kama 2. En théorie, la seconde voiture pourrait susciter un léger sourire sarcastique de la part de certains, mais si l'on y réfléchit bien. La moins fantastique des JAC soulevait quelques questions. Qu'est-ce qui ne va pas? À première vue, la voiture électrique ressemble à une voiture électrique, avec une batterie au plancher plein, avec la possibilité d'une charge rapide à 80% en 45 minutes, avec une autonomie de 402 km en mode normal et de 500 km en roulant à 60 km/h. Les dimensions de la voiture ne frappent pas l'imagination, 4410*1800*1660 avec une base de 2620 mm. À titre de comparaison, dans une petite Ford Kuga, ses paramètres sont de 4524x1838x1689 mm avec une base de 2690 mm. En d'autres termes, le Moskvich électrique n'atteindra même pas le Kuga. Malheureusement, ce n'est pas tout. Regardons la puissance de la ES4 chinoise, 110 kW, soit 149,56 chevaux. Or, la Moskvich électrique déclarait exactement 100 chevaux. Pourquoi en est-il ainsi? Il n'y a pas de réponse à cette question et cela ne peut pas être le cas, car il s'agit de Moskvich, pas de JAC, et il n'y a donc rien à voir avec un quelconque chinois. Il est possible que la réduction de la puissance soit liée d'une manière ou d'une autre à l'autonomie, car les Chinois la calculent en utilisant la méthodologie NEDC, New European Driving Cycle, qui, bien qu'elle surestime sensiblement les chiffres de l'autonomie, pour les voitures à moteur à combustion interne, remplit plus ou moins bien sa mission. Mais le NEDC ne fonctionne pas bien avec les voitures électriques, cette méthode ajoute trop de kilomètres d'autonomie supplémentaire. Ce qui est très important pour l'évaluation des voitures à batterie. C'est pourquoi la méthode WLTP est plus souvent utilisée pour ces voitures, tandis que les Américains utilisent leur propre méthode, appelée EPA, ou FTP 75. La méthode américaine est la plus honnête, mais aussi la plus sévère, avec elle, l'autonomie est minimale. Le WLTP se situe entre les deux, mais il est aussi nettement plus honnête que le NEDC, qui est de passe. Mais les Chinois persistent à inscrire ce paramètre dans le NEDC. Et il n'a pratiquement rien à voir avec la réalité. Voiture électrique JAC ES4. Il n'existe pas de méthode exacte pour convertir les données d'un système à l'autre, mais les experts sont parvenus à des ratios approximatifs. Selon leurs données, pour convertir la fantastique autonomie NEDC en autonomie EPA, qui est aussi proche que possible des conditions réelles, nous devons la diviser par 1,43. Prenons maintenant les 402 km chinois spécifiés par l'EPA pour la JAC ES4, divisons-les par 1,43 et obtenons que l'autonomie réelle n'est que de 281 km. La Tesla Model S a une autonomie de 644 km selon la même EPA. Et maintenant, regardons les choses en face, qui a besoin d'une voiture électrique, dont la taille n'atteint pas celle du modeste Kuga, avec une autonomie de 280 km, sans tenir compte des gelées russes, et à ce prix. Voilà une question. Bien sûr, il n'y a pas encore de prix, mais la réduction de la puissance peut indiquer soit une tentative d'augmenter l'autonomie. Ce qui n'est pas tout à fait logique du point de vue de la possibilité de récupération, soit le désir de mettre une batterie moins chère pour qu'au moins quelqu'un ait envie d'acheter cette voiture. Les plans de production du Moskvodzak électrique sont vraisemblablement modestes. Cette année, ils promettent de collecter 200 unités, l'année prochaine 10 000 en une seule fois, en 2024 jusqu'à 20 000. Mais pour 2024, il y a une autre information, il n'y aura pas de JAC. C'est compréhensible,
il est peu probable qu'une telle voiture électrique ait des chances de devenir populaire, en particulier dans le domaine de l'autopartage, où ils espèrent les envoyer au travail. Nous avons besoin d'une voiture plus intéressante, plus grande, plus puissante, avec une bonne autonomie. Comme Tesla, mais moins chère et russe. Et ils disent qu'il y a déjà une base pour cela. En 2024, nous aurons la chance d'avoir une Moskvich domestique sur notre plateforme Kama 2. Ma deuxième tentative. Tout le monde se souvient sans doute qu'à une époque, les nouvelles concernant la voiture électrique domestique Kama 1 fusent de toutes parts. Il disait qu'il y était presque arrive, que des prototypes avaient été montrés, qu'il n'en restait qu'un peu plus et nous précipitions au magasin pour acheter une nouvelle voiture électrique. En réalité, tout s'est mal passé. Le développement du Kama 1 a été réalisé par des entreprises et des personnes très sérieuses. Ce projet est une start-up du PDG de Kamaz, Sergei Kogojin, et de l'entrepreneur Ruben Vardanyan. Cependant, le projet n'a pas décollé, ils n'ont produit qu'un seul modèle en état de marche, et cela s'arrête là. C'est dommage, car ils ont investi beaucoup d'argent dans le Kama 1. Y compris l'argent du budget. Permettez-moi de vous rappeler que la majeure partie du développement a été réalisée par la SPBBPU, alias Polytechnique de Saint-Pétersbourg. Mais pas toujours seule. Le montant total de la subvention du ministère de l'Éducation et des Sciences, que Polytechnique reçoit depuis 2018, s'élevait à 150 millions de roubles, et ce ne sont que nos fonds budgétaires, et Kamaz a transféré plus de 63 millions supplémentaires. Tout irait bien, mais sur cet argent, nous avons d'abord dû donner une part très importante à la société italienne Italdesign pour la conception de Kama 1, que nous avons essayé de fabriquer nous-mêmes, mais nous avons échoué, puis une partie de l'argent est allée en Biélorussie, à la société Skyway, qui a en fait construit les prototypes. Cette société a une mauvaise réputation, pour ne pas dire plus, et Polytechnique ne pouvait pas ne pas la connaître. Mais ils l'ont quand même choisi comme partenaire. Il est difficile de dire pourquoi. Peut-être que des entreprises plus fiables en demandent plus d'argent, qui étalent aux Italiens pour la conception et à quelqu'un d'autres pour les relations publiques. Quoi qu'il en soit, les propriétaires demandent maintenant de ne pas confondre Kama 1 et Kama 2. Kama 2 est différent. Les clients sont les mêmes, les exécutants sont différents. Et techniquement, Kama 2, comme le disent les chefs de projet, est complètement différent. Et qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas beaucoup de details, mais la première chose qui surprend dans la plateforme électrique est l'absence de transmission intégrale. Plus précisément, la présence de la seule traction avant, ce qui semble très étrange pour des voitures électriques dont le couple est traditionnellement décent. Les dimensions de la Kama 2 par rapport à la Kama 1 ont sensiblement augmenté, et elle ressemble désormais à une classe B à part entière. D'une part, pourquoi pas, nous avons des régions où même les petites Nissan Leaf sont très demandées, mais d'autre part, une Leaf droitière, avec une course est toujours beaucoup moins chère qu'une nouvelle voiture. Par conséquent, les craintes qui se manifestent lors de l'étude de la JAC S4 de Moscou sont également présentes ici. Nous avons dans le sang l'idée d'acheter beaucoup de voitures pour peu d'argent, et ici encore, il s'agit de la classe B. Bien que, probablement, il n'y ait aucune raison de rendre quoi que ce soit plus cher maintenant du tout. La puissance du Kama 2 commencera à 70 kW, 95 chevaux, mais la puissance maximale du moteur n'est pas connue. Selon certaines informations, le châssis devrait, d'après le cahier des charges, atteindre 130 kW. Il est donc probable que le Kama 2 puisse nous satisfaire avec un moteur d'une puissance maximale de 176 chevaux. Et de quel type de moteur s'agira-t-il? Dans le cas de Kama 1, les développeurs l'ont admis honnêtement, le moteur et la batterie ont dû être achetés en Chine. Et ceux qui sont en vente, parce que, bien sûr, les Chinois ne veulent pas partager quoi que ce soit de nouveau. En d'autres termes, Kama 1 n'a pas reçu les unités les plus modernes. Personne ne peut encore dire quel moteur et quelle batterie seront utilisés dans le Kama 2. D'une manière générale, il n'y a pas encore de cahier des charges raisonnable pour le développement de cette voiture. On ne peut s'empêcher de penser, Moskvich passera-t-elle à cette plateforme en 2024? Qui sait? En principe, il est probablement possible de mettre en place un assemblage de Tzak électrique. Et de fabriquer en 2 ans une voiture électrique de masse digne de ce nom. Au diable le pessimisme, croyons Y. Par les créateurs du S3 Sense, de la Guêpe et de Thor. Jusqu'à récemment,
le groupe almazantais Air and Space Defense Concern était fermement associé aux produits militaires, principalement à la défense aérienne et aux stations radars. Et voici la voiture électrique Neva. La nôtre, nationale, mais avec un volant de Skoda. Comment une entreprise de défense a-t-elle pu avoir envie de voitures civiles, qui plus est à batterie? La réponse est très simple, elle se trouve dans le décret du président de la Fédération de Russie du 5 décembre 2016, qui stipule que la part des produits civils pour les organisations du complexe de l'industrie de la défense d'ici 2025 devrait être d'au moins 30%. Et d'ici 2030, au moins 50%. Donc, Buki, mais quelque chose doit être inventé volontairement et obligatoirement pour les civils aussi. Et Neva n'est pas apparu maintenant, mais l'année dernière. Le premier prototype de marche a été présenté tout récemment, en juillet de cette année. Et l'application, il faut le dire, est sérieuse. Contrairement à la Cam et à la Moskvich chinoise, la puissance de cette voiture électrique est tout à fait décente, 435 chevaux. Et cette puissance, comme il se doit pour une voiture électrique, décente, et totale, 2 moteurs électriques, un pour chaque essieu, ce qui, bien sûr, parle de la transmission intégrale. Le couple est de 824 Nm, ce qui devrait également plaire à de nombreuses personnes. Ce qui ne vous plaira peut-être pas, c'est l'astuce presque chinoise avec la réserve de puissance et une carrosserie un peu bizarre. Commençons par la gamme. Au début de cet article, j'ai mentionné que les Chinois persistent à écrire la réserve de puissance selon la méthodologie NETC. Almazantais ne s'est pas abaissé à un tel niveau, mais n'a pas non plus utilisé les chiffres et pas accepté par les Américains, apparemment. Pour ne pas choquer Elon Musk et sa Tesla. Ils ont décidé de suivre le milieu d'un chemin épineux et ont spécifié une réserve de 463 km, mais selon la méthodologie WLTP. En d'autres termes, dans les pas, elle sera égale à environ 413 km, 463/1,12. Et c'est un chiffre assez décent, même s'il n'est pas aussi solide que celui de la méthodologie WLTP. Les Chinois obtiendraient quelque chose comme 660 km en NETC. Le second point est plus intéressant. Savez-vous qui fabrique la carrosserie de la voiture électrique? La même école polytechnique de Saint-Pétersbourg qui, pour une raison quelconque, a fait appel au service d'une entreprise biélorusse pour sa Kama 1. Il n'y a pas d'autres informations sur la carrosserie et l'intérieur, mais le volant de Skoda laisse supposer qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des composants entièrement propres. Cependant, ce qui nous a été montré n'est qu'un prototype, et il est trop tôt pour dire à quoi ressemblera l'intérieur et la carrosserie. Aussi, de la voiture de série. Ce n'est que si la voiture elle-même l'était. Les caractéristiques sont agréables, vitesse maximale 197 km/h, accélération à 60 km/h 2,7 s. La beauté. Le châssis a été construit par l'usine d'Obukov, qui fait partie d'Almazantais. L'identité des composants utilisés est un secret militaire. On ne sait pas non plus combien ce véhicule coûtera et où il sera produit. L'usine Avtotor a déjà été mentionnée comme l'une des options, mais compte tenu de son emplacement, il est peu probable que quelque chose y soit produit. Cependant, nous devons encore croire en Neva, le projet est intéressant, bien que peu transparent. Peut-être qu'avec le soutien de l'État, il fonctionnera. Les produits almazantais peuvent tirer. Hérissons dans le brouillard la nouvelle marque Evolute, même dans un contexte où les perspectives d'autres voitures électriques ne sont pas très claires, à l'exception, peut-être, de Moskvich, qui a des chances d'apparaître dans un avenir prévisible, ressemble soit à un troupeau de chevaux sombres, soit à une foule de hérissons dans le brouillard, il y a très peu d'informations à leur sujet. Oui, dans la région de Lipetsk, l'usine Motorinvest prévoit de lancer cet automne la production de voitures électriques, dont la première sera probablement le crossover eJoy. Il s'agit en fait d'une voiture chinoise Dongfeng CRS3, qui plaît surtout par son prix. Chez nous, elle ne coûte que 139 800 yuan, ce qui, au taux de change actuel, correspond à environ 1 206 000 roubles. Pour une voiture électrique de 163 chevaux, 300 Nm de couple et une accélération de 100 km/h en 8,9 secondes, cela semble déjà être une offre très avantageuse. Bien sûr, nous ne pouvons pas rêver d'une telle joie, elle sera plus chère ici, mais il y a un moment agréable, que, malheureusement, je ne peux pas croire, les voitures électriques de Lipetsk devraient théoriquement faire l'objet d'un prêt préférentiel. Et nous avons la subvention la plus élevée pour l'achat d'une voiture électrique, 35%, mais pas plus de 925 000 roubles. Le coût prévu du crossover de Lipetsk est,
selon diverses estimations, de 2 à 2,5 millions, ce qui semble tentant, mais une question se pose, qu'en est-il de la localisation? Nous avons déjà vu que les Haval natifs ne gagnaient pas assez de points pour entrer dans le programme préférentiel, et voici Dongfeng. Complètement nouveau pour la Russie, à qui l'on promet une localisation de 5000 points, alors que Grand A avait obtenu 3280 points l'année dernière. Pour être honnête, je n'arrive pas à y croire. Et ce qui est encore plus triste, c'est que Lipetsk est un endroit maudit pour les voitures. Tout d'abord, le fondateur de la société Motorinvest Ltd. est Fyodor Kunakov, mais ce nom est accompagne de celui d'Andrei Reznikov, qui détient une participation de 0,1%. Voilà qui est intéressant. Andrei Reznikov serait le fils d'Alexei Reznikov, le fondateur d'Irito, qui, comme Motorinvest, s'installe sur le territoire de l'usine de moteurs de Lipetsk. L'entreprise était un distributeur de Great Wall depuis 2005, mais en 2015, la coopération entre Irito et Great Wall a pris fin. Je tiens à préciser qu'elle s'est terminée bruyamment, l'entreprise de Lipetsk devait 50 millions de dollars aux Chinois, ce qui a donné lieu à un litige et à une affaire d'escroquerie. Entre-temps, depuis 2017, Motorinvest assemblait Shangan, mais en 2019, cette tentative de coopération a également échoué. Et pas plus tard que l'année dernière, le Bureau fédéral des impôts attend de déclarer Motorinvest en faillite, elle ne pouvait pas payer d'impôts. Et cette année, voilà que, les Chinois à nouveau. Oui, officiellement, l'ancienne Motorinvest et Irito ne sont pas liés à la nouvelle société, mais le lien peut être retrace par le biais d'une gestion peu fructueuse. C'est inquiétant. Mais une autre chose est encourageante, s'ils peuvent produire leurs propres batteries pour les voitures électriques quelque part. Ce sera probablement uniquement à Lipetsk. C'est là que fonctionne une usine de production de batteries lithium-ion, une entreprise rare en Russie. Certes, ces batteries ne conviendront pas aux voitures électriques, elles sont trop peu puissantes, mais au moins il y a une entreprise spécialisée. Et l'on attend parfois beaucoup d'elles. Lesquelles? Je ne crois pas beaucoup aux voitures électriques en général et aux voitures électriques domestiques en particulier. Je ne dirai pas pourquoi, ces questions sont presque religieusement polémiques. Cependant, nous devons admettre que nous devons produire des voitures électriques au moins parce que tout le monde en produit, et il est dommage que nous soyons à la traîne en matière de technologie, même dans ce domaine. En même temps, la seule voiture électrique vraiment prometteuse, mais pas la plus intéressante, aujourd'hui est JAC Moskvich, c'est au moins un produit complet, qui peut-être assemble avec un tournevis avec un peu d'envie. Tout le reste est encore au niveau de la foi et de l'espoir. Mais la foi est grande, et l'espoir est immortel. En conclusion, le parcours de la Kama à la Neva nous révélait un avenir prometteur pour l'industrie automobile électrique en Russie. Les projets ambitieux des constructeurs nationaux visent à allier innovation technologique et identité locale, tout en répondant aux enjeux environnementaux actuels. Les voitures électriques que l'on nous promet ne sont pas seulement des véhicules, mais aussi des symboles de souveraineté et de modernité. Alors que nous nous dirigeons vers une transition énergétique, il sera essentiel de suivre l'évolution de ces initiatives et de voir comment elles façonneront le paysage automobile russe dans les années à venir.